Ma reine, dis-nous, est-ce que tu as des retours? Oui, j'ai des retours. C'est pas encore ça, on en est loin, mais ça, on commence à en prendre le chemin. On va dire que des pourparlers en interne sont en train d'être faits, donc voilà, pour se répartir la charge. Donc c'est toujours en train de traîner. 4 pays posent problème à l'heure actuelle et font blocage. À côté de ça, les associations essayent de gérer comme elles peuvent. Les consulats, par contre, il y a une bonne chose, c'est que les consulats, eux, commencent à faire correctement leur travail. Il y a des demandes d'immigration qui sont en train d'arriver dans les consulats et qui sont en train d'être traitées et pris en charge. Donc les ambassades, là, commencent tout à se... moi, je suis contente. Mon Dieu, je suis contente, oui, c'est normal. Toutes les ambassades de France dans le monde sont en train de se réveiller, en train de se mettre au travail. Fin du monde d'Afrique, quoi. Ben, en fait, là, c'est toutes les ambassades arabo-africaines. Elles ont toutes répondu. Quand ils te disent on est prêt à traiter toutes les demandes, voilà, ils sont prêts à traiter toutes les demandes, ça y est, ça veut dire qu'ils ils se mettent au travail. Enfin, voilà. Ah, mais eux, leur devoir, c'est de traiter en priorité les demandes des Marocains et des Libyens. Ils passent en priorité par la voie légale, la demande se fait dans... Non, mais ça, les Libyens, les Marocains qui veulent le droit d'asile en Europe, ils savent le chemin qu'ils doivent prendre. C'est pas ceux qui vont venir, qui vont arriver là maintenant à Lampedusa. Tu les verras pas à Lampedusa. Tu les verras dans les ambassades demander l'asile. L'asile est traité immédiatement. Avant la fin de la journée, tu es déjà déplacé dans le pays qui est prêt à t'accueillir. C'est pour ça qu'ils m'ont dit, on devait se préparer à mettre tout en place avec les pays déjà qu'ils ont acceptés. Ceux qu'ils n'ont pas acceptés, c'est compliqué de leur envoyer du monde. Voilà, parce qu'ils n'acceptent pas. Et pourtant, ils sont minoritaires. Hein. Ah, mais il y a des migrants qui ne veulent pas du tout aller chez eux, de toute façon. On ne fera pas avec les 27. Il y en a 4 qui participeront pas et ces 4 seront sanctionnés. Mais la sanction, elle va être ferme et elle va être lourde. Je vois pas pourquoi, quand tu acceptes pas certaines choses de l'Union européenne, tu payes pas le prix fort quand tous les autres ont accepté, ont participé. Union européenne. S'il y en a qui veulent pas s'unir dans l'Union européenne quand c'est nécessaire alors qu'ils ont signé, dans ces cas-là, alors ils devront payer, donc voilà tout de même leur part. Ils vont être ponctionnés d'une grande somme d'argent qui sera redistribuée justement pour ces migrants. Tu veux pas les accueillir, tu vas payer, mais plus cher que les autres. Hein. J'essaye de les mettre en garde. Hein. Là, l'Union européenne, va falloir qu'elle sanctionne, et lourdement. Ils ne veulent pas du tout de migrants. Pas un seul, même pas un Libyen, même pas un Marocain. Voilà. Encore, tu voudrais pas de la migration de Lampedusa qui est une migration de travail. Parce que ta politique migratoire va à l'encontre de cela. C'est compréhensible. Mais le droit d'asile, ça c'est autre chose. T'es obligé de l'accepter. Voilà, si tu veux pas accepter les demandeurs d'asile dans une catastrophe climatique comme ça, à un moment donné, tu vas devoir payer très cher à l'Union européenne pour que l'Union européenne puisse les aider. Voilà. La méthode est parfaite. Merci mon Dieu.
Une seconde, j'ai mis pour faire le plan. Pour organiser tout ça dans ma tête, j'ai mis une seconde. Même pas une minute, une seconde. Apparu comme par magie, exactement savoir quoi faire. Parce que l'Union européenne n'arrive pas à les faire céder. Macron et Mélanie non plus. Donc ils ne veulent pas aider. Eh ben ils vont aider quand même, ils vont devoir payer. Vous voulez pas accueillir? Ok. Voilà, mais les familles demandeurs du droit d'asile vont être aidées financièrement parce que vous allez payer pour elles. Vous avez signé. Ils ont signé. À un moment donné, quand tu signes, tu t'engages. Tu peux pas te désengager comme ça quand ça te chante au moment où tu le veux. Il y a des vies humaines qui sont en jeu. Il y a une liste des pays prioritaires. Je l'ai donnée à tous les pays du monde. À un moment donné, c'est que ceux qui sont sur la liste prioritaire qui passent les premiers. Les autres attendront. Les Libyens et les Marocains, ils me remercient. Si, ça y est, mon Marocain, il est avec sa famille à Marseille, c'est bon. Et justement aussi, le Libyen, normalement, c'est programmé. Ben, il est à la frontière libyenne, à la première ambassade. Il n'a pas cherché à faire la traversée, il est allé direct dans une ambassade pour faire une demande d'asile. Parce que le message que tu m'as demandé de transmettre, les ONG sur le terrain, là-bas, les associations le transmettent. Ils leur donnent la bonne méthode pour pouvoir bénéficier du droit d'asile. Donc voilà, parce qu'ils sont prioritaires, sans passer par une traversée mortifère, sans payer des passeurs, ils n'ont plus rien, ils peuvent même pas les payer. Mais c'est pas les Libyens qui ont tout perdu, qui sont en train de traverser à Lampedusa. Comment tu veux qu'ils Voilà, c'est ça. Ils ont plus rien. Ils peuvent même pas payer un passeur. Ils ont pas de quoi payer un passeur. Ils peuvent même pas se payer la traversée pour venir en Europe. Ils ont tout perdu. Ils ont plus rien. Et il y en a qui sont seuls et qui ont même plus de famille. Ils ont perdu toute leur famille. Il y a des enfants. Comment tu veux qu'un homme qui a perdu toute sa famille, qui a que sa gamine dans les bras, puisse au final arriver à payer un passeur pour 2 personnes? C'est pas eux qui le peuvent. C'est ceux qui viennent demander du travail, ils économisent pour se payer le passage pour avoir du travail. Au lieu d'utiliser cet argent pour leur pays, ils préfèrent au final l'utiliser pour du passage. Voilà. Et c'est les passeurs qui y gagnent. Là, les Libyens qui demandent le droit d'asile, ils peuvent pas se payer un passeur. J'essaye de faire comprendre ça à l'Union européenne. C'est à nous de les transporter. Ils ont plus rien. Ils peuvent même pas se payer le déplacement. Eh ben, les 4 pays qui ne veulent pas prendre leur part de migrants prendront tout de même leur part de responsabilité. Voilà. Ils vont payer pour la traversée des gens en Europe. Pas pour venir chez eux, mais pour venir en Europe. Mais ceux qui bénéficient du droit d'asile, donc Libyens, Marocains, demandant le droit d'asile. Voilà. Oui, la Suisse m'a contacté en me demandant ce qu'ils risquaient. Je leur ai dit boum. Ah, je leur ai dit boum. Voilà. Soit ils vont débarquer, ils vont te tirer dans le tas et ça va être une fusillade mortelle. Soit sinon, au final, ils vont te faire tomber une bombe sur la tête. Ils ont laissé brûler un Coran sans rien faire, sans même être choqués. Ça passe pas. Je peux rien faire là. Là, Al-Qaïda a la haine contre la Suisse. Ils sont juste en colère contre nous. À un moment donné, entre la haine et la colère, il y a quand même une différence. Hein. Il y a un gouffre entre les deux. Hein. Moi, ils m'ont dit, l'abaya, l'interdiction de l'abaya, en réalité, c'est pas le problème.
Le problème, c'est l'uniforme. Une blouse, ils sont d'accord. Une veste décollée, une blouse, voilà. Ça couvre les bras, ça couvre le cou, ça couvre les cuisses. Donc voilà, c'est une blouse, les infirmières en portent une blouse. Ça leur poserait pas de problème. Oui, je l'ai dit à mon gouvernement. Ils ont vu les photos de la jupette. Ça passe pas. J'essaye de leur faire comprendre que pour des femmes musulmanes, tu leur mettras jamais la jupe longue. Pensez à la jupe courte. Pensez à une jupe longue dans ces cas-là. Une jupe qui arrive jusqu'aux pieds. Pour les femmes musulmanes, une jupe longue, un chemisier et la veste, ça poserait pas de problème. Ils ont vu cette jupe courte. Et ils se disent, les Français vont imposer à tous les musulmans de porter cette jupe. Ah ben, Al-Qaïda s'est mis ça en tête. On va faire porter des jupes courtes à nos femmes musulmanes. Ça va à l'encontre de leur religion, à l'encontre de toutes leurs croyances. Même dans leur pays, tu ne portes pas de jupe comme ça. C'est pas une jupe longue. Et après, c'est normal. Dans les pays musulmans, ils veulent plus de liberté pour être un peu comme nous. Mais dans notre pays, on a trop de liberté. Donc, pour les pays musulmans, ça peut pas passer en réalité. Il faut un juste milieu, mais même pour notre société. C'est pas le tout noir ou le tout blanc. C'est une égalité. Il va falloir que les femmes soient moins des putes en France. Qu'elles soient moins des salopes. La libération de la femme n'a pas été contrôlée. C'est allé dans tous les excès. On voit des femmes à poil dans tous les magazines. Il y a des films porno où la femme est un objet. La femme est devenue un objet sexuel. C'est ça qui dérange les musulmans et les islamiques. Chez elles, la femme, c'est la pudeur. Elles sont couvertes de la tête aux pieds. Ici, on leur fait mettre des vêtements où on dirait des putes aux yeux des musulmans. Parce que pour les États musulmans, on corrompt leurs musulmans, leurs enfants. C'est la corruption, notre société corrompt les âmes, pousse vers le diable. Mais c'est vrai en plus, même moi qui suis une chrétienne, je le dis, même les juifs le disent, tous les croyants à l'heure actuelle sont en train de sonner le signal d'alerte. On est tous en train de comprendre ce qui se passe, nous les croyants. On essaye d'avertir les infidèles, ils n'écoutent pas. Qu'est-ce qui s'est passé lors du déluge? La même chose. On recommence la même histoire. Les croyants avertissent les non-croyants n'y croient pas. Les croyants vont pouvoir s'en sortir parce qu'ils sont prêts, ils sont avertis. Les infidèles, les non-croyants sont ignorants, ils ne voient pas le danger qui arrive. Nous, les croyants, on le voit, on essaye de prévenir, ils n'entendent pas. Eh ben tant pis, hein. Qui regarde le prince d'Égypte, qui regarde quand tu veux pas entendre les appels de Dieu, que tu veux pas entendre le message de Dieu. Un peu de pudeur en France. Ça veut pas dire être des nonnes. Un peu de pudeur, un peu de tenue. À un moment donné, est-ce que la femme a besoin de tout montrer pour dire je suis une femme? Je suis féministe. Je suis pas pour l'affichage physique de la femme à toutes les sauces. Écoute, une femme, elle est tout aussi belle avec un joli jean, une paire de ballerines et un t-shirt normal. Elle n'est pas obligée d'avoir un mini haut, d'avoir une jupe courte ou un mini short. La femme n'est pas obligée de se maquiller comme un carré d'as. Est-ce que tu as besoin de ressembler à une poupée Barbie? Est-ce que tu as besoin de mettre autant de merde sur ta gueule en réalité? Ça te sert à quoi? À attirer les mecs? À plaire? Mais c'est de vivre dans le péché. C'est des pécheurs.
Quand tu comprends pas que tu dois avoir un minimum de pudeur toi-même. Respecte-toi toi-même si tu veux que les autres te respectent. C'est ce que les musulmans essayent d'expliquer, mais pas de la bonne manière. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre. C'est pas en venant critiquer les Français que tu vas leur faire comprendre cela. C'est en leur faisant voir où ça va pas. Après, on ne veut pas d'une société musulmane. On veut pas d'une société islamique en France. On est des chrétiens. Ça veut dire que toutes les femmes en France ne vont pas porter le foulard. On va pas tous se convertir. Ça, il faut qu'ils arrêtent de penser ça. Ils n'y arriveront jamais. Je l'ai dit, le bien et le mal ne peuvent pas triompher. Ils gagneront ensemble s'ils savent trouver un équilibre. Mais sinon, non. Ni l'un ni l'autre ne peut l'emporter. Donc les terroristes ne gagneront jamais, nos États non plus à ce jeu-là. Si nos sociétés occidentales réapprenaient un peu le respect et les valeurs, à un moment donné, on ne vivrait pas dans une société de chaos, une société de péché. On se ferait moins attaquer par au final les musulmans. Voilà, parce qu'on se respecterait. Mais c'est ce qu'ils n'ont pas compris. Les Occidentaux ne se respectent plus. Il n'y a plus de respect nulle part. Il n'y a plus d'amour propre, il n'y a plus de savoir-vivre, il n'y a plus de respect. Quand il n'y a plus de respect, tu respectes pas les autres, mais on se respecte pas nous-mêmes. Comment tu veux? Mais après, les musulmans sont pas mieux non plus. Dans leur pays, certains vont dans l'excès total. Tu crois qu'emprisonner ta femme, tu la rends heureuse? Ta femme, tu la rends heureuse quand elle est libre et que tu lui fais confiance. Et qu'elle est digne de ta confiance. Elle doit te le prouver. C'est pas parce que ta femme enlève le foulard que forcément ta femme va aller niquer avec un autre. C'est pas parce qu'elle est impure, c'est son choix. Tu dois aussi le respecter. La femme est libre de choisir comment elle veut être une religieuse. Tu n'as pas à lui imposer. Elle doit trouver aussi Dieu comme toi tu le trouves. Elle doit aussi être instruite. Elle doit aussi pouvoir travailler. Tu dois prendre en charge ta famille. T'es un homme. Mais quand ta femme vient combler et rapporter un peu plus de revenus, c'est le couple qui y gagne. C'est pas l'homme qui y gagne et qui prend l'argent de sa femme. C'est pas la femme qui demande l'argent au mari. Les deux travaillent. Les deux participent au foyer. L'argent des deux est associé. Il est cumulé. Le couple a plus que si toi, tout seul, t'as quelque chose. Eh, c'est dans le Coran, hein. C'est dans la Bible et c'est dans la Torah aussi. Marrant, hein? Ah, sérieux? Il y en a qui sont en train de... Quoi? Des musulmans sont en train de lire la Bible ou la Torah? Des chrétiens sont en train d'apprendre le Coran? Attends, donc ça y est, ça fonctionne? Ils commencent à comprendre comment ils peuvent lire le livre sans manquer de respect à leur religion. Ben, musulman, qui dit Allah, t'enlèves... Si dans notre livre tu vois marqué Jésus, tu dis pas Jésus, tu dis Allah à la place. Parce que tu sais que Jésus ou Dieu dans la religion des chrétiens, ça parle du même Dieu que toi. Parce que les chrétiens sont des chrétiens ils associent Jésus, un prophète, au final à Dieu. C'est Dieu qui te sauve. Jésus te sauve pas, il est mort. Voilà, au bout d'un moment. C'est ça que les musulmans essayent de faire comprendre aux chrétiens. Votre adoration envers un prophète est un problème. On adore toujours Dieu plus que nos prophètes. Il y a une différence dans les religions. Moi je suis le Saint Graal, je suis le Graal. Maintenant ils comprennent ce que ça veut dire être le Graal. Je permets la survie de mon espèce. L'immortalité, c'est ça. Je vais pas faire d'un humain un immortel. La coupe d'immortalité, c'est tout simplement la survie de ton espèce. Le Graal, c'est l'emblème des Saints Graal. C'est un emblème, le Graal.
C'est pas un objet. C'est pas un objet à trouver, c'est un emblème. C'est l'emblème d'une lignée royale. La lignée royale des prophètes, celle des Saints Graal, des sangs royaux. Voilà, il y a toujours eu des rois et des reines du monde, et non pas des nations. Jésus était roi du monde. Mahomet était roi du monde. Abraham était roi du monde. Leur femme était reine du monde. La lignée royale de cette planète. Je suis la dernière des héritières. Ah, après moi, ils sont tout seuls. Tant pis pour eux, hein. T'avais pas... La division n'avait qu'à pas traquer non plus ma lignée comme elle l'a faite. Il a fallu que la lignée soit mise en sommeil jusqu'à mon réveil pour mettre en sécurité la mission. Tu t'imagines quand même? La division a failli faire tout perdre à l'humanité. Ah, mais heureusement que les Saints Graal sont intelligents. Si vous voulez qu'il y en ait un jour un qui puisse réussir la mission, il fallait mettre la lignée en sommeil et faire croire que c'était un objet mythique que tu devais rechercher. Ils recherchaient plus un être humain, ils recherchent au final maintenant un objet qui ne te trouveront jamais. C'est une descendance que tu dois trouver, pas un objet. Un être humain, voilà. Et ils ont qu'à écouter Améno, lire les paroles et comprendre ce qui s'est passé. Héra est mon ordre, ordre du temple de la création, ordre templier. Dans toutes les chansons d'Héra, il y a des messages subliminaux qui leur donnent des réponses à leurs questions aussi. Sur ce que c'est ma lignée, ça parle de ça. Moi, je vois tout ce qu'il y a à voir sur cette planète, c'est horrible. Ah, ben, ça parle de la baya à la télé, on touche au même sujet maintenant. Ouais, c'est ça. Non, mais, de toute façon, entre abaya et l'uniforme pour filles qu'ils ont montré, faut pas s'étonner qu'Al-Qaïda ait eu un déclic dans la tête, hors de question qu'on fasse porter des jupes à nos musulmanes. C'est ça le problème. Fais comprendre que les femmes pourront venir en abaya, mais sous leur blouse. Elles restent habillées comme elles sont. Il y a juste la blouse que t'enfiles quand tu rentres à l'école et quand tu sors de l'école, tu l'enlèves. La blouse pour tous. C'est pour ça qu'à Gabriel Attal, je lui ai dit, essaye l'uniforme, essaye la blouse, essaye la tenue unique. Tenue unique, ça va poser de problème. Voilà, parce qu'au final, tenue unique, c'est tous pantalon noir, t-shirt noir. Et ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des tenues uniques, voilà. Non, la tenue unique, c'est pas une bonne idée. L'uniforme, pour des filles européennes qui portent des mini-jupes, ça peut coller, mais pour d'autres, ça ne passera pas. Donc c'est discriminatoire l'uniforme en réalité. Non mais j'attendais qu'ils s'en rendent compte par eux-mêmes, mais je vais pas attendre qu'Al-Qaïda attaque quand même mon gouvernement pour leur faire entendre raison. La blouse, tu parles d'une blouse scolaire pour tous à même égalité. Là, ça veut dire qu'au final, t'interdis les femmes musulmanes de venir habillées comme elles sont, mais par contre, tous les autres qui sont habillés à l'européenne peuvent venir habillés à l'européenne. La baya n'est pas une tenue strictement religieuse, elle peut le devenir, parce qu'elle est un emblème justement d'Al-Qaïda et des terroristes et tout le reste. Ils s'en servent pour communautariser. Mais après, ce n'est pas forcément une tenue qui sert à la religion. Elle peut servir, mais elle ne sert pas qu'à ça. C'est plutôt un vêtement communautaire, plutôt qu'un vêtement religieux. C'est que ça vient d'un autre pays, que ça a une connotation religieuse parce que ça fait penser à la djellaba, donc voilà,
et qu'on se dit après le foulard à l'école, on veut essayer de nous imposer des abayas à l'école. Non, moi, le projet que j'ai donné à Gabriel Attal, c'est de mettre tous les élèves à égalité, de remettre l'élève à sa juste place. La blouse sert à ça. Ça uniformise. Pas mettre pas faire enfiler un uniforme à l'école. Mettre une blouse, ça uniformise. On l'a fait, on l'a retiré, c'est un gros problème. Ma mère a porté la blouse, elle est de 66. Moi, je ne l'ai pas portée. Et je vois comment ma génération a complètement... ma génération et les suivantes sont partis en couille, justement après la génération de ma mère. Donc ça veut dire qu'entre ma mère et moi, il y a eu des choses qui ont changé et qui n'auraient pas dû changer. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas de problème à l'école. Ça uniformisait. Les problèmes n'étaient pas les mêmes, c'était des problèmes donc voilà de discipline. Tu avais le bureau de pénitence, on te faisait copier des lignes. À l'école, tu étais puni, tu étais mis à l'écart et tu devais copier des lignes. Tu n'étais pas dans la classe avec tes copains, tu n'étais pas non plus donc voilà renvoyé chez toi. Tu étais dans le cabinet de pénitence en train de refaire tes lignes, de faire tes lignes jusqu'à ce que ça rentre. Il y a des gamins, ils ressortaient, ils avaient des crampes à la main, ils pouvaient même pas, voilà. Il y avait les châtiments corporels, la règle sur la main. Ça, oui, ça, c'est ce qu'il fallait arrêter de l'école. Mais il fallait pas le retirer en même temps la blouse scolaire. C'est la blouse qu'il faut remettre. Et ça poserait pas de problème en plus aux musulmans. J'ai interrogé tous mes imams, j'ai interrogé mes frères et mes sœurs musulmanes. Toutes, ils m'ont dit une blouse, type blouse d'infirmière, que tu enfiles sur tes vêtements et que tu retires quand tu sors de l'école, c'est acceptable. Aucun musulman ne poserait problème sur ça. Al-Qaïda non plus d'ailleurs. La blouse... Quand tu vois une blouse d'infirmière, bon, tu mets pas une blouse blanche à l'école pour les élèves. Déjà, le blanc, c'est salissant. Ils utilisent des stylos, des feutres, des crayons, des ci, des mi, des là. Donc voilà, à un moment donné, non, tu mets pas du blanc. Mais par contre, exemple, la blouse grise ou blouse bleu marine. Donc voilà, tu peux faire une blouse républicaine bleu marine avec l'écusson bleu, blanc, rouge de la France. Tu mets le nom de l'école sur la blouse, à un moment donné, ça suffit, t'as pas besoin d'aller plus loin. Ça uniformise, ça remet l'élève au centre de l'école. Tous les élèves portent la même blouse, tous les élèves viennent habillés comme ils sont, voilà, dessous. Il n'y a pas, tu enfiles un uniforme à ta maison, t'arrives à l'école en uniforme, tu... Reste toute la journée en uniforme, tu rentres chez toi, il faut que tu te déshabilles. Non. À un moment donné, ils sont habillés normal, ils arrivent à l'école, tu dois mettre ta blouse, tu fais toute ta journée de cours, et quand tu sors de tes cours et que tu dois rentrer chez toi, là, tu peux retirer ta blouse. Dessous, t'es en abaya. Pour les musulmanes, elles m'ont dit, on reste habillé en abaya, on doit juste mettre une blouse. C'est comme si on nous demandait de mettre une veste ou un manteau. Voilà, ça pose pas de problème, mais c'est ça qu'il faut penser. La laïcité à la française, c'est ça aussi. Ne pas empêcher ces femmes d'être musulmanes, elles le sont, il faut l'accepter, mais à l'école, tu demandes l'uniformisation de tous les élèves. Que tu sois chrétien, juif, musulman, tu portes la même blouse. Il n'y a plus de religion à l'école, du coup. Voilà. Et là, tu proposerais quelque chose comme ça, Al-Qaïda te menacerait pas. Ah, mais la menace vient de là. Non, mais cet uniforme, mon Dieu, ils ont vu la même photo que moi. Alors, eux n'ont pas éclaté de rire. Moi, j'ai éclaté de rire. Ben, il m'a demandé, il m'a dit, quand t'as vu la photo, t'as pensé quoi? C'est quoi ta réaction? Enfin, il a essayé de me faire comprendre comment t'as réagi quand t'as vu la photo.
Je lui ai envoyé MDR. Il me demande qu'est-ce que ça veut dire. Je l'avais jamais envoyé avant. Mort de rire. Ah, j'étais pliée en deux. Direct, j'ai pensé aux musulmanes. C'est ça le pire. J'ai pensé direct aux musulmanes en me disant, mais il y en a qui mettront jamais ça. J'ai pensé à ma sœur qui n'a jamais porté une jupe de sa vie. Tu lui fais porter ça à l'école. J'ai éclaté de rire. Ils veulent accepter les transgenres. Mais à un moment donné, si t'es pas opéré, une jupe, elle est courte en plus la jupe, au-dessus du genou. Au-dessus. C'est pas sous le genou. C'est au-dessus du genou. Non mais je sais que les Français, ils aiment les jupes, mais c'est des enfants. Qu'une femme me porte une mini-jupe, c'est une femme, elle est majeure, elle s'assume. Mais un enfant, 14 ans à l'école avec une mini-jupe. Mais ça choque personne. Les Français sont pas choqués non plus. Ça choque que des filles viennent en abaya, mais ça choque pas qu'il y a des filles françaises qui viennent habillées comme des putes à l'école, elles ont que 14 ans. Qu'est-ce qui est en train de faire notre société ? Des petites filles sont en train d'arriver habillées en garçon en disant « Je m'appelle Thomas ». Ça choque personne, ça. Ils ont même pas 6 ans. Des garçons qui se maquillent et tout le reste. Il y en a toujours eu dans l'humanité qu'ils essayent le chaussure de leur maman ou autre. Parce qu'ils voient leur mère faire. Même si ce sont des garçons, ça, c'est pas un truc à paniquer. Mais quand tu vois carrément qu'il veut changer ce qu'il est, alors qu'il sait même pas ce qu'il est. C'est qu'un enfant, il va apprendre à se découvrir, il va chercher, il va faire ses propres expériences. Mais il est trop jeune. Mais ça choque personne. On l'accepte. C'est normal. Mais tout ça, normal que ça fait flipper les musulmans du monde entier. On s'étonne qu'il y a un problème entre l'Orient et l'Occident. Mais il faut peut-être comprendre que ce sont deux sociétés aux antipodes, aux extrêmes. D'un côté, nous, on va dans tous les excès, et eux, ils s'interdisent tous les excès. Faut quand même comprendre qu'au bout d'un moment, il faut peut-être un juste milieu dans nos sociétés entre les deux, et même dans les leurs. Si on écoute mes musulmans du monde entier à l'heure actuelle, ils sont en train de dire que la femme peut travailler. Ils sont en train de dire que la femme peut apprendre, doit s'instruire. Et à un moment donné, c'est dans le Coran. Il a fallu que je leur rappelle que tout était dans le Coran et que c'est ça qu'il faut transmettre. À toi de savoir correctement lire le Coran. Ça t'apprend le bien et le mal. Si tu sais lire que le mal dans un Coran, tu vas faire que le mal en tant que musulman. Mais pour les chrétiens et les juifs, c'est pareil. Il faut savoir regarder le bien dans la religion et savoir y voir le mal aussi. Comment tu veux faire le bien et te préserver du mal si tu n'es pas capable de l'identifier? Les Français, on n'est pas une menace pour les musulmans. C'est pas notre faute non plus si les musulmans se détournent de leur religion. Hein. C'est peut-être que aussi ils sont attirés par le shaitan. Hein. Moi, je suis une chrétienne, je suis pas attirée par le shaitan. Je suis une Française, je suis pas attirée par le shaitan. Et je suis possédée par toi. Hein. Quand tu es possédée par Dieu, c'est normal que tu n'es pas possédée par le diable. Hein. Mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'à un moment donné, moi, je m'habille pas comme une nonne. Je m'habille pas comme une pute non plus. Juste milieu, voilà, je suis habillée normal. Je suis pas obligée. Et la femme qui va vouloir mettre une mini-jupe, dans la tête de tous les hommes, hein, musulmans ou non, c'est une femme qui veut juste séduire. C'est pas une femme sérieuse, c'est une fille facile. Une fille est en mini-jupe, au premier encart, l'homme, c'est qu'il va déjà la baiser. Elle se respecte pas, voilà. Quel homme veut se marier avec une femme qui ressemble à une pute? Aucun. C'est pour ça qu'ils restent mariés à des femmes qui sont de véritables femmes et qui vont baiser les putes. Au bout d'un moment, c'est de là que tu vois la femme et la maîtresse. Voilà. Il y a des femmes qui sont pas faites pour être femmes parce qu'elles sont l'image
de la femme infidèle, de la femme qui est pas stable, de la femme facile, de la femme qui a des hommes. Donc voilà, ben un mec ne veut pas d'une femme comme ça, une femme où tout un pays est passé dessus, ils en veulent pas. Il préfère se marier avec une femme très conservatrice, très pudique, qui limite ne sort pas de la maison, s'occupe correctement des enfants et aller baiser une salope, mais ils quitteront jamais leur femme pour une pute. Voilà, à un moment donné, c'est ça un homme dans sa tête. Je me demande si les Françaises l'ont compris. Si vous vous faites violer, si vous avez autant de problèmes, c'est peut-être parce que la femme est devenue qu'un morceau de viande dans notre société. On est devenu qu'un objet sexuel. Alors certes, les musulmans vont carrément couvrir leurs femmes. On n'est pas obligé d'en arriver là. Mais on est allé dans des extrêmes quand même. Tout ce qui est toxique dans l'humanité, la France a tout mis dedans. Pourquoi on a cette société? Mais parce qu'il y a trop de libéralisme. La libération de la femme, c'était pas faire de toutes les femmes françaises des putes, des morceaux de viande, des objets sexuels. C'était pas ça. C'était permettre à la femme de pouvoir exister en tant que femme. C'était pas non plus être dévergondée, avoir une société où les femmes posent à poil sur des plages. À un moment donné, le nudisme, ça vient d'où? T'as besoin de te mettre à poil? Dieu t'a dit couvre-toi, habille-toi. Il t'a dit porte des vêtements sur toi. À un moment donné, il t'a pas dit mets-toi à poil. L'humain n'est plus un singe, il s'habille. Va leur faire comprendre ça, mon Dieu. Ils ont les 7 péchés capitaux en eux. Il faut que tous les humains de la planète se débarrassent de leurs péchés capitaux pour que le monde aille mieux. Je peux pas le faire à leur place. C'est pas comme ça, je claque des doigts et tous les humains sont débarrassés de leurs maux. Non, il va falloir qu'ils le fassent eux-mêmes. Tous les humains sur Terre ont les 7 péchés capitaux dans leur ADN. Élimine péché par péché, tu te débarrasses de tous tes péchés et enfin tu es un être humain débarrassé de tous péchés capitaux. Si tous les humains sur Terre font ça, l'humanité est sauvée. Je peux pas être plus clair. Quand je leur dis de se regarder dans un miroir, de se remettre en question, de mettre de l'eau dans leur vin et j'essaye de leur faire comprendre en phrase subliminale, ils comprennent pas. Le problème c'est vous, l'humanité, avec vos péchés capitaux. Débarrassez-vous-en et l'humanité est enfin ce qu'elle doit être.